Dans cette vidéo, je vais partager 6 leçons tirées du livre intitulé L'homme le plus riche de Babylone. C'est l'un des livres financiers les plus célèbres et les plus anciens. Le livre raconte une histoire qui s'est passée à Babylone dans l'Antiquité. Le livre est écrit sous forme d'histoire. Et pour résumer, un jeune homme demande à une personne riche de le guider et l'homme riche lui apprend lentement les règles de la richesse. La plupart des idées contenues dans le livre semblent relever du bon sens, mais cela ne veut pas dire que ce soit une pratique courante pour autant. Leçon numéro 1, payez-vous d'abord. Pour chaque tranche de 10 pièces que vous gagnez, donnez-vous d'abord une pièce, quel que soit le montant que vous gagnez. Mettez de côté au moins 10% de vos gains pour l'investissement avant de dépenser pour autre chose. On pourrait dire, tout ce que je gagne est à moi. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le gouvernement prend d'abord sa part, puis vous payez le loyer, l'assurance, etc. Dans le livre, il y a une analogie entre les dépenses et l'esclavagisme. C'est une façon très puissante de voir chaque dépense comme vous étant l'esclave de quelqu'un d'autre. Si je gagne 3000 $ par mois et que je paye 1000 $ de loyer, cela signifie tout simplement que je suis esclave pendant 10 jours pour mon propriétaire, 2 jours pour ma compagnie d'assurance, 1 jour pour mon fournisseur d'accès à Internet, etc. Et c'est ainsi que la plupart d'entre nous finissent par payer tous les autres, mais pas nous-mêmes. Certaines personnes qui regardent la vidéo diront que 10% c'est trop pour un investissement. Si vous faites partie de ce type de personnes, vous devez apprendre ce que nous appelons en anglais reverse psychology. Cette formule s'applique à chaque fois que vous êtes buté devant une initiative importante mais qui semble difficile à appliquer. Actuellement, on va prendre un cas pratique. Imaginons que vous allez travailler demain et que votre patron vous dise que l'entreprise est dans une très mauvaise situation et qu'il doit vous licencier ou que vous acceptiez de travailler avec 10% en moins. Je suis sûr que vous serez très en colère, que vous vous plaindrez pendant un certain temps. Mais vous n'allez pas quitter votre emploi si facilement. Au bout d'un certain temps, vous vous adapterez à la nouvelle situation et vous ne ressentirez même plus la différence de qualité de vie avec ces 10% de moins. Alors la chaîne qui nous inspire à faire ce type de vidéo aussi nous conseille d'aller à 3%. Mais moi je vous dis, lorsque vous voulez changer votre vie, il s'agit d'une radicalité. Vous devez aller directement avec le 10%. Si vous avez compris l'efficacité du reverse psychology, imposez-vous, brutalisez-vous et mettez-vous dans une démarche qui va radicalement tout changer. Vous pouvez aller avec 10%. Parce que oui, si aujourd'hui on vous dit que soit vous perdez votre travail ou alors vous aurez 10% de moins sur votre salaire, ça sera pénible. Mais ça sera possible de vivre avec au moins 10%. Donc allez-y et foncez directement avec un 10% d'épargne minimum. Et voyez si votre situation ne change pas de façon très considérable. C'est vrai que l'important est de commencer avec un certain montant pour que vous puissiez commencer à entraîner votre muscle d'épargne. Une autre analogie puissante est de voir chaque dollar ou peso que vous économisez et investissez comme un nouveau soldat que vous ajoutez à votre armée et qui doit se battre jour et nuit sans relâche pour captiver un autre soldat pour travailler pour vous. Et ce soldat nouvellement capturé va également se battre pour capturer un autre soldat. Et c'est exactement ce processus que vous devez mettre en place. Mais si vous commencez à dépenser, vous commencerez alors à tuer vos propres soldats. Je voudrais maintenant vous donner mon avis sur cette leçon parce que c'est l'idée centrale de ce livre. De nombreuses personnes qui lisent ce livre commencent à économiser 10% et investir à long terme et comptent sur cette stratégie pour s'enrichir. Personnellement, j'ai fait la même chose, mais j'ai ensuite arrêté et voici la raison. Lorsque vous investissez dans l'intérêt composé à long terme, il faut beaucoup de temps pour voir le résultat et la plupart des résultats arrivent dans la dernière étape de votre vie, lorsque vous êtes déjà vieux. Par exemple, si vous investissez 100 000 $ avec 10% pendant 40 ans, vos gains finaux seront de 4,2 millions, ce qui semble formidable. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas encore, c'est qu'après 30 ans, vos gains ne sont que de 1,7 million. Après 20 ans, ils sont de 672 000. Si tout va bien, oui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vous appuyant sur les intérêts composés et en investissant à long terme. Mais voici le grand piège que vous devez comprendre. Voulez-vous vraiment être riche à 65 ans, quand vous n'avez plus de dents, quand vous êtes fatigué, quand vous ne pouvez plus conduire, quand votre vision est délabrée? Je ne vous connais pas, mais moi je ne veux pas. Je veux profiter de la vie quand je suis jeune, quand il y a de l'énergie en moi. Je ne dis pas qu'économiser 10% et investir à long terme ne fonctionne pas. Non, ça marche. Et pour beaucoup de gens, c'est un excellent moyen. Mais si vous êtes jeune et que vous voulez vous enrichir pendant que vous êtes jeune, alors économiser 10% et investir à long terme n'est peut-être pas une bonne façon de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'investir à long terme et j'ai commencé à placer mes 10% d'économie dans des opportunités commerciales. Leçon numéro 2. Ne prenez conseil qu'auprès des personnes compétentes dans ce domaine. Le livre illustre ce point par une histoire où le personnage principal investit son argent auprès des marchands des bijoux étrangers qui promettent de rapporter des bijoux rares à bas prix. Mais malheureusement, il a été escroqué et il a reçu des faux bijoux. Si vous me demandez, je dirais qu'il ne suffit pas juste de se fier aux experts. Vous devez comprendre le secteur et faire vos propres recherches avant de rencontrer un expert. Mon expérience personnelle m'a appris 3 grandes leçons sur les experts, surtout dans le domaine financier. Premièrement, les experts sont les personnes qui sont engagées par l'entreprise et qui sont payées par celle-ci. Donc, quel intérêt vont-ils défendre? Le mien ou celui de la société qui paye les salaires? Je suis donc généralement sceptique quant à ce qu'ils m'offrent parce que ce qu'ils m'offrent est généralement dans l'intérêt de la société et non dans le mien. Deuxièmement, chaque fois que l'expert me dit que c'est le meilleur produit dans lequel investir, je lui demande toujours s'il investit personnellement. Parce que si c'est une grosse opportunité, lui-même il doit investir à l'intérieur. Mais la plupart du temps, ce que vous allez constater, c'est que lui-même, il vend un produit qu'il ne consomme pas.
Les meilleures opportunités d'investissement ne nécessitent pas de publicité sur une brochure. En fait, les meilleures opportunités d'investissement ne sortent même pas de la salle des bureaux. Elles sont consommées en interne. Lorsqu'une société immobilière ou son employeur trouve le meilleur bien immobilier, il n'y va pas pour l'annoncer sur le site web. S'il le peut, il l'achète lui-même ou veille à ce qu'il soit acheté en interne par son entreprise ou par ses partenaires sûrs. La troisième leçon avec les experts concerne les frais. Les frais sont les tueurs de vos gains, surtout à long terme. Cependant, la plupart du temps, les frais sont présentés comme un point mineur. Mais laissez-moi vous donner un exemple et vous verrez que les frais de 1% font une énorme différence sur le long terme. Imaginons que votre grand-mère vous donne à vous et à votre frère 100 000 $ chacun en cadeau. Vous pensez tous les deux que vous êtes jeunes et que vous n'avez pas besoin de cet argent maintenant. Donc, vous décidez de l'investir à long terme. Votre frère fait des recherches et trouve une entreprise qui demande 1% de frais et paye 11% d'intérêt. Mais vous ne faites pas de recherches et vous investissez dans une entreprise qui demande 2% de frais et paye également 11% d'intérêt. Passons rapidement à 30 ans et voyons comment une différence de 1% dans les frais influe sur vos revenus. Après 30 ans, les revenus totaux de votre frère seront d'environ 1 744 000 $, mais vos revenus à vous seront de 1 326 000 $. Comme vous pouvez le voir, tout est identique. Seule une différence de 1% dans les frais entraîne une baisse de revenus de 418 000 $ par rapport à votre frère. En d'autres termes, vous perdez 23,9% de vos revenus à cause d'une différence de 1% dans les frais. C'est la raison pour laquelle il est généralement dit que le diable est dans les détails. Si vous voulez vous distinguer et réussir là où beaucoup vont échouer, vous ne devez jamais négliger un détail. Le détail, c'est la chose la plus minime qui parfois semble subtile, mais qui a un impact très significatif, surtout sur le long terme. Ceux qui réussissent pensent toujours au long terme. Vous devez être des chercheurs et des grands négociateurs pour ne laisser aucun détail fuiter. Leçon numéro 3. Les gens qui agissent ont plus de chances parce qu'ils créent leur propre chance. La chance prend souvent la forme d'une opportunité que vous devez saisir au bon moment. Les hommes d'action qui sont prompts à saisir les opportunités et en tirer le meilleur parti sont ceux qui ont de la chance. La procrastination lors de la prise de décision n'entraîne que des regrets. Les procrastinateurs et les exécutants sont confrontés au même nombre d'opportunités. Ce qui les différencie, c'est la quantité d'opportunités que les exécutants tentent de saisir. Il y a quelques semaines, je parlais à un ami et nous avons commencé à parler d'un livre intitulé « Penser et devenir riche ». Il m'a dit qu'il avait vu beaucoup de gens acheter et lire ce livre, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un devenir vraiment riche. Il essayait de prouver que les idées contenues dans ce livre ne fonctionnaient pas. Ce que je ne partage pas parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Tout simplement parce que je pense que les gens ne deviennent pas riches parce qu'ils n'agissent pas. C'est vrai qu'ils lisent le livre, qu'ils commencent à dire quelques affirmations, à se fixer des objectifs, à visualiser, et c'est tout ce qu'ils font malheureusement. Ils ne prennent pas des mesures radicales. Ils veulent gagner 1 million de $ à la loterie, mais ils n'agissent même pas. Ils n'achètent pas des billets de loterie. En fait, je n'ai jamais acheté un billet de loterie de ma vie, mais même si votre objectif est de gagner à la loterie, il faut quand même faire quelque chose. C'est-à-dire, au moins acheter un billet de loterie. Malheureusement, beaucoup de gens croient que s'ils se représentent constamment une vie riche, l'argent apparaîtra comme par magie sur le bas de leur porte. Et que si cela n'arrive pas, ils disent que penser et devenir riche est une connerie. Si vous voulez avoir de la chance, si vous voulez être riche, agissez. Mettez vos pensées en pratique. Leçon numéro 4, n'espérez pas recevoir une somme forfaitaire en espèces. Au lieu de cela, travaillez pour obtenir un flux de trésorerie constant. Beaucoup de gens souhaitent hériter de l'argent ou gagner à la loterie, mais toute somme forfaitaire que vous gagnez finira par être nulle et vous serez à nouveau ruiné. De nombreuses personnes qui reçoivent une somme forfaitaire dépensent la totalité de leur argent en un an. Vous avez probablement déjà vu des personnes qui suivent un régime strict et perdent beaucoup de kilos en peu de temps. Mais au bout d'un certain temps, elles retrouvent leur forme et leur régime antérieur parce qu'elles n'ont pas développé les systèmes et les habitudes nécessaires. Devenir riche, c'est comme apprendre à faire du vélo. Une fois que vous l'avez appris, vous ne l'oubliez jamais et personne ne peut vous l'enlever. Même après de nombreuses années, vous pouvez toujours en faire. Il y a quelques jours, j'écoutais un PDG qui disait « Vous pouvez nous enlever tout ce que nous avons maintenant et nous laisser sans rien au milieu de nulle part et nous serons toujours au même endroit après une courte période de temps. » J'ai vraiment aimé son attitude et je pense qu'elle explique bien le message principal de cette leçon. Leçon numéro 5. Investissez dans votre capacité à gagner plus. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie tout simplement que vous devez consacrer votre temps à améliorer vos compétences, vos connaissances et votre capacité à gagner plus d'argent. Il s'agit là d'une des règles d'or, pourtant constamment très négligée. La plupart des gens cessent d'apprendre une fois qu'ils ont terminé l'école. Pourtant, les vrais riches apprennent tout au long de leur vie. Jusqu'à leur mort, à disons 90 ans, ils continuent d'apprendre et de s'améliorer. Cela leur donne un énorme avantage sur la durée. Alors que le travailleur moyen rentre chez lui après le travail, pour regarder la télévision, scroller sur son téléphone, il ne fait rien pour s'améliorer. Leçon numéro 6. Vous perdrez de l'argent si vous laissez la cupidité obscurcir votre jugement. Il y a une différence entre avoir des grands rêves et laisser vos rêves et votre cupidité influencer sur vos décisions. Une fois que l'avidité prend le dessus, vous commencez à croire des choses irréalistes et à ignorer les faits.
Vous voulez tellement que ce soit vrai que vous cessez de vous poser les vraies questions. Des choses plus folles ont déjà été accomplies auparavant. Mais cela ne signifie pas que vous adhérez à la promesse de quelqu'un qui vous offre un rendement magique. C'est une arnaque. Si vous étudiez les investisseurs à succès, comme Warren Buffett par exemple, vous verrez qu'ils sont très conservateurs dans leur investissement. Ils préfèrent construire lentement plutôt que de se précipiter dans des opportunités risquées. C'était la première leçon. Si je devais résumer ce livre en 2 phrases, ce serait ceci. Premièrement, économisez et investissez 10% de ce que vous gagnez auprès des personnes et des entreprises qui sont compétentes dans le domaine afin de gagner plus d'argent. Deuxièmement, pensez à chaque dollar que vous gagnez en tant que travailleur qui travaille pour vous. Assurez-vous qu'il travaille pour vous faire gagner plus d'argent et non moins. Et pour pouvoir le faire, en bonus, vous devez apprendre chaque jour, vous devez développer votre compétence et ne jamais avoir de limites sur l'apprentissage. Si vous avez déjà maîtrisé un talent, si vous avez maîtrisé une compétence, allez-y chercher plus. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et je pense personnellement que l'une des compétences que nous devons développer actuellement, c'est apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle. Parce que ceux qui n'apprendront pas comment l'utiliser auront un très grand nombre considérable de retard par rapport à leurs compétiteurs. Donc, ne lâchez surtout pas cette capacité d'apprendre et soyez patient parce que la vraie richesse vient avec le temps. Donc, soyez patient avec vous-même, acceptez les échecs, acceptez les périodes difficiles que vous allez traverser parce qu'il y a un avenir très prometteur qui vous attend. Enfin, en tant que lecteur, j'ai quelques commentaires à faire sur le livre lui-même et sur l'auteur. Premièrement, la langue dans laquelle ce livre est écrit donne parfois l'impression de lire un vieux livre religieux. Dans certains paragraphes, il semble également ennuyeux et difficile de comprendre réellement ce que l'auteur essaie de dire. Maintenant, parlons de l'auteur lui-même. George Clason n'était pas l'une des personnes les plus riches de son époque. Ce qui soulève un scepticisme sain et vous fait dire qu'est-ce qui le rend donc crédible pour donner des conseils financiers. Après recherche, il savait que le livre n'a pas vraiment été écrit à l'époque où il a été présenté. En fait, George l'a écrit en 1926, quelques années avant la Grande Dépression. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur George Clason. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'était pas l'une des personnes les plus riches de son époque parce que des maniaques du monde des affaires comme Carnegie, Ford et Rockefeller vivaient à son époque et vous savez probablement à quel point ils étaient riches. Malgré le scepticisme, cela ne signifie pas pour autant que ces principes sont erronés. D'après ce que j'ai vu, beaucoup d'autres millionnaires et milliardaires disent des choses similaires sur la création et la préservation des richesses. Lorsque vous lisez un livre, il est très important de différencier le message et le messager. L'auteur du livre est le messager et ce qu'il dit est le message. Il y a plusieurs auteurs que je n'aime pas personnellement, mais ils ont des messages précieux. Et j'essaie de ne pas mélanger le message et le messager. Parfois, les gens font des commentaires négatifs à nos regards et à l'égard de la chaîne, mais ils ne comprennent pas que je ne suis que le messager. Nous ne sommes que le messager. Il est important de juger le message et le messager séparément. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez aimé, n'oubliez surtout pas de la mettre en pratique parce que c'est la raison pour laquelle on le fait. Donc, likez cette vidéo également et abonnez-vous pour ne rien manquer sur nos prochaines posts. Et retenez toujours que lorsque vous êtes de bonne humeur, objectif, positif, souriant, vous êtes 31% plus intelligent. Mais dans le cas contraire, lorsque vous êtes négatif, pessimiste et vexé, vous êtes 31% plus bête. C'est pas moi qui le dis, c'est Chris Voss qui le dit dans l'un de ses livres que nous avons déjà résumé sur cette chaîne qui est actuellement en train d'apparaître sur l'écran. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur cette vidéo et la regarder entièrement. Portez-vous bien.